Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en cette période un petit peu étrange pour le mois. Quelques petits rappels du bon déroulé des webinaires. N'oubliez pas de couper vos micros durant les interventions. Vous aurez l'occasion de poser vos questions durant toute la durée des interventions via le chat et on prendra des temps de réponse aux questions en fin de session, à la fin de chaque présentation et un temps un petit peu plus long à la fin de la matinée. On va commencer donc ce troisième épisode déjà de cette série dédiée au biomimétisme marin. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à des applications dans le secteur de la santé et de la cosmétique. Donc on va commencer par 2-3 minutes d'actualité et puis on laissera la parole à notre beau panel d'intervenants. Cette année, le grand rassemblement du biomimétisme en France n'aura pas lieu sur une journée, mais sur 5 jours, du 7 au 11 décembre, et ce sera un événement entièrement numérique. Donc, il sera décliné en fait un jour, un thème, donc que vous voyez apparaître ici. Le lundi sera dédié au biomimétisme, la nature et nous. Le mardi, plutôt toute la partie socio-économique. Donc, on va parler innovation, on va parler investissement. Le mercredi sera dédié à l'habitat, donc des beaux exemples d'architecture bio-inspirée notamment, et d'urbanisme. Le jeudi sera dédié plutôt à tout ce qui va être depuis la recherche jusqu'aux applications industrielles. On va en parler un petit peu également aujourd'hui. Et le vendredi sera dédié à un demain régénératif de biodiversité, de vie et d'espoir. Donc un super beau programme. Pour accéder au live, il faut que vous soyez inscrit. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Biomime Expo. On vous remettra le lien d'inscription dans la barre, dans le chat. Mais n'hésitez pas d'ores et déjà à aller vous inscrire pour pouvoir accéder à ce programme. Un grand merci aux organisateurs de ce webinaire, notamment la communauté d'agglomération Pays Basque, qui est extrêmement active dans le déploiement du biomimétisme sur son territoire, et la chère Manta, qu'on a eu la chance d'écouter la semaine dernière, qui développe des matériaux biosourcés et bio-inspirés, et évidemment la région Nouvelle-Aquitaine. Un grand merci également à nos partenaires, Technique de l'ingénieur, Respect Océan et Biomime Expo. Technique de l'ingénieur met à disposition, spécialement pour les participants à ce webinaire, gratuitement des articles. Donc n'hésitez pas, on vous mettra également un lien d'accès pour l'article du jour, à aller en profiter. Dounia, si tu veux prendre la parole pour présenter les opportunités du biomimétisme dans le secteur de la cosmétique. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on parle de cosmétique, on parle de biomimétisme, mais c'est intéressant de se rendre compte que ça peut arriver à différents moments de l'innovation. Ça peut être en effet toutes les questions fonctionnelles, hein, comme toujours dans le biomimétisme, on se pose une question de fonction. Et donc, on peut aller voir dans le vivant comment le vivant répond à cette fonction, et ça peut donc permettre de répondre à des questions de propriété, de texture, de conservation. Mais d'ailleurs, ça peut être également le cas dans tout ce qui est santé. Et on peut également aller plus loin dans tout ce qui est synthèse et dans la science des matériaux, de l'origine des matières premières jusqu'à la transformation, en passant par toutes les questions d'usine, d'éco-toxicologie, biodégradabilité, etc. Et bien sûr, toutes les questions des externalités. Donc, par exemple, la gestion de l'eau, de l'énergie ou bel et bien du CO2. C'est intéressant de voir qu'il y a de nombreux modèles, là vraiment sur une question évidemment d'inspiration et non pas d'utilisation. On ne va pas faire du biosourcé mais du biomimétisme. Et donc bien s'inspirer du vivant et par exemple s'inspirer de l'interaction entre un ingrédient et une enveloppe du vivant pour pouvoir la reproduire à l'échelle du produit. Voilà. Aujourd'hui, au CBIOS, on a proposé à tous nos adhérents qui travaillent dans les cosmétiques de se réunir autour d'une même table pour travailler lancer un groupe de travail appliqué aux cosmétiques. Comme vous pouvez voir ici, on a aujourd'hui déjà 8 adhérents dans le domaine, que ce soit au niveau plutôt fournisseur, synthèse d'ingrédients ou au niveau assembleur et formation du produit lui-même. Donc, tous ensemble, on discute pour justement comment intégrer le biomimétisme au sein de l'industrie, au sein des recherches R&D et comment on peut coopérer tous ensemble sur certaines questions. Donc, c'est un groupe de travail qui a été créé cette année en 2020 et qui va se poursuivre l'année prochaine. Merci Dunia.
Et c'est une super transition puisqu'on a aujourd'hui la chance d'accueillir le chef de file du déploiement du biomimétisme dans le secteur de la cosmétique. Francis Pruch, vous êtes expert de la stratégie du déploiement du biomimétisme et chercheur chez L'Oréal. On va vous laisser la parole dans une petite minute. On aura également la chance d'accueillir Isabelle Fourcade, qui travaille au service de la communication et de la formation des laboratoires de Biarritz, qui développe des cosmétiques bio-inspirés. Et on accueillera enfin Charlotte Reiser qui travaille également à la stratégie et au marketing chez CoreWave qui développe des pompes cardiaques bio-inspirées. On va accueillir maintenant les laboratoires de Biarritz qui vont nous présenter leur entreprise et leur projet de biomimétisme marin inspiré justement des algues. Donc merci Isabelle si vous voulez prendre la main et merci Francis pour cette entrée en matière très intéressante. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors on vous entend. On voit pas. Donc, je vais partager mon écran, donc enchantée. Donc, je m'appelle Isabelle Fourcade, je travaille au laboratoire de Biarritz et je vais vous présenter notre entreprise, notre société de cosmétiques certifiée bio. Quelques mots sur l'entreprise et puis quelques mots également sur les actifs marins que nous utilisons dans les formules de nos cosmétiques. Je vais partager mon écran si vous voulez bien m'indiquer si vous le voyez correctement par un pouce ou... C'est bon, on le voit. C'est bon, vous le voyez, très bien. Donc, les laboratoires de Biarritz, comme le nom l'indique, sont donc situés sur la côte basque, à Biarritz. Ils ont été créés en 2011 par un couple de surfeurs passionnés de l'océan, des personnes qui cherchaient à se protéger efficacement du soleil, des effets délétères des rayons UVA, UVB, tout en préservant l'océan. Donc, la première gamme qui a été créée est une gamme solaire qui s'appelle Algamaris. Les laboratoires de Biarritz donc, sont soucieux, je dirais, de la vie océane, parce que d'une part, c'est une source d'inspiration, puisque nous utilisons des actifs extraits d'algues, et nous cherchons également à préserver ce milieu naturel qui nous est si précieux, et pour nous, et pour notre recherche, et pour la vie en général. Donc, vraiment, la volonté première des laboratoires de Biarritz, c'est de créer des cosmétiques certifiés bio, c'est très important, qui respectent la vie marine. Nous faisons des tests, bien sûr, pour prouver, avant la mise sur le marché, pour prouver l'efficacité de nos produits. Mais nous avons également fait l'effort, c'est un effort financier important, de faire tester nos produits solaires, de tester leur non-écotoxicité. Nous avons confié en fait l'étude à un laboratoire indépendant et spécialisé qui s'appelle Eurofin et qui nous a donc fourni une étude sur les produits solaires de notre gamme Algamaris, les produits solaires les plus concentrés en écrans minéraux, et qui ont testé en fait la formule complète, parce qu'il n'y a pas que les écrans minéraux à tester, il faut aussi tester tous les autres ingrédients. Et Eurofin a pu mettre en évidence que nos produits solaires étaient absolument inoffensifs sur 3 types d'organismes, un microprostacé, des algues et des boutures de corail. Donc on a vraiment l'assurance que nos produits de protection solaire Algamaris sont non écotoxiques. D'où cette année la création d'un logo qui permet en fait aux consommateurs de savoir directement à quel type de produits cosmétiques ils ont affaire. Donc c'est ce logo respect de la peau et de l'océan qui est maintenant visible sur nos emballages de cosmétiques solaires. Un mot sur le Made in France, sur le côté environnemental de notre production. On a vraiment à cœur de réduire notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale, d'une part en privilégiant des acteurs français, des fournisseurs français. 95% de nos fournisseurs sont français. Et nous faisons également en sorte de fabriquer nos cosmétiques dans les Pyrénées-Atlantiques,
nous confions notre fabrication à un professionnel qui se trouve dans la région de Pau, donc à moins de 100 km de Biarritz. Et nous utilisons également, c'est au cœur de notre travail, des ressources locales, et en particulier une algue rouge qui est endémique à la côte basque, c'est la Gélidium sesquipedale, qui est vraiment à l'origine de plusieurs actifs que nous utilisons dans nos gammes de cosmétiques et actifs que je vous détaillerai dans quelques minutes. Le laboratoire de Biarritz, on est également très engagé au niveau d'associations actives dans la préservation de l'environnement. Donc, vous avez cité tout à l'heure Respect Océan. Nous travaillons avec eux. Nous travaillons également, nous sommes également engagés dans le 1% pour la planète. Et nous avons aussi un partenariat avec la Water Family, du flocon à la vague. Water Family, je pense que vous connaissez, mais bon, juste pour préciser, c'est donc une association qui sensibilise et qui éduque en fait à la protection de l'eau. Un des points essentiels également, un des points essentiels également des laboratoires de Biarritz, c'est donc la certification bio. Qu'est-ce que c'est que la certification bio? C'est la garantie de formules saines. Parce que la certification bio, c'est un label qui est extrêmement exigeant. Pour être certifié bio, en fait, un produit cosmétique doit remplir plusieurs types de conditions. Ces conditions passent d'abord par l'origine des matières premières qui sont utilisées. On table vraiment sur un approvisionnement qui est éthique, qui est durable. Il faut également que les procédés de transformation qui sont mis en œuvre soient doux, soient non polluants. Quand on considère enfin le produit fini, eh bien, il faut que la fabrication du produit fini ait été non polluante. On tient en compte également des emballages, de la conception écologique des emballages. Donc, on privilégie des matériaux recyclés, des matériaux recyclables. Nous avons également fait un travail sur les emballages à base de plastique biosourcé. Évidemment, le plastique n'est jamais la solution idéale, mais on essaye de se tenir au courant de toutes les découvertes, de toutes les avancées en termes de packaging. Nous avons également des produits qui sont conditionnés en verre. Et puis enfin, pour être certifié bio, un cosmétique doit également présenter un étiquetage qui soit transparent, une communication qui est responsable. Quelques mots juste au sujet de la formule. Quand un cosmétique est bio, ça veut dire qu'il contient au moins 95% au minimum d'ingrédients d'origine naturelle. Il faut également que sur l'ensemble des végétaux qui sont contenus, eh bien, 95% également de ces ingrédients soient bio. Et puis, il faut également qu'une part d'au moins 10% et maintenant 20% depuis 2017 soit issue de l'agriculture biologique. Alors, au laboratoire de Biarritz, on n'en est pas peu fiers, mais on va au-delà, puisqu'on est avec plus de 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Et puis, évidemment, puisque nous répondons à la certification bio, nous n'utilisons aucun ingrédient issu de la pétrochimie, ni aucun ingrédient de type parabène, silicone ou phenoxyéthanol. Ce qui est vraiment au cœur des laboratoires de Biarritz, c'est l'utilisation d'algues et d'extraits que nous avons, je dirais, identifiés et brevetés pour certains. Différents types d'extraits suivant en fait ce que l'on recherche comme bienfait dans les cosmétiques que nous allons développer. Une des principales algues que nous utilisons, c'est la Gélidium sesquipedale. Donc c'est une algue rouge qui est endémique à la côte basque. C'est une algue que nous récoltons, que nous n'arrachons pas de son milieu naturel.
cette algue rouge, elle a profité de l'été pour atteindre sa taille maximale, et au moment de l'automne, au moment des fortes marées, eh bien, elle est décrochée naturellement. C'est à ce moment-là qu'elle vient s'échouer en fait sur nos côtes, sur nos belles plages du Pays Basque. Et c'est à ce moment-là donc qu'elle est récoltée. Donc en fait, on respecte ce que nous donne la nature, on ne prend que ce qu'elle veut bien nous laisser utiliser. À partir de cette algue rouge, Viridium sesquipedale, on a d'abord identifié et breveté un actif aux propriétés antioxydantes. Cet actif, on l'a nommé Alga gorilla, parce qu'en langue basque, gorilla signifie rouge. Et comme nous avons un ancrage régional fort, et un ancrage même local fort, nous faisons ainsi référence à notre origine géographique en nommant nos actifs avec des noms basques. Donc Alga gorilla, c'est un actif qui est intéressant parce qu'il va permettre de neutraliser les radicaux libres. Alga gorilla est en fait composé de l'association de caroténoïdes et d'acides aminés. On a pu mettre en évidence par des tests que Alga gorilla était jusqu'à 5 fois plus antioxydante que la vitamine C pure. On a fait passer un test ORAC qui permet en fait d'évaluer la capacité antioxydante d'Alga gorilla. Et cette propriété antioxydante est intéressante en particulier pour donc lutter contre le vieillissement cutané prématuré. Et c'est un actif là que nous avons donc privilégié dans notre gamme solaire de façon à lutter contre l'effet délétère des ultraviolets de nature A, puisque ce sont eux qui, présents toute l'année, peuvent entraîner dans l'organisme une production très importante d'un radicaux libres. Donc grâce à Alga gorilla, on va pouvoir neutraliser ces radicaux libres et on va pouvoir donc protéger les éléments cellulaires qui pourraient être attaqués par ces radicaux libres. Donc aussi bien l'ADN cellulaire que les protéines de structure, les enzymes, les lipides membranaires. Donc avec Alga gorilla, on va protéger la cellule et on va donc prévenir un vieillissement cutané qui serait prématuré. Donc dans la gamme solaire Alga maris, vous aurez l'Alga gorilla. Nous avons également isolé de la Viridium sesquipedale un autre actif qui est également breveté, qui appartient donc exclusivement au laboratoire de Biarritz. On l'a nommé, lui, cette fois-ci, Alga Shendatu. Shendatu, en basque, signifie guérir, soigner. Donc, dans la gamme réparatrice, on a privilégié la présence donc, de cette Alga Shendatu, parce qu'on a pu mettre en évidence également par des tests in vitro et ex vivo qu'Alga Shendatu était très efficace sur la régénération épidermique et dermique. En effet, on a pu mettre en évidence que Alga Shendatu permettait la régénération et la maturation des kératinocytes. Donc les kératinocytes, c'est donc les cellules qui constituent 85% de l'épiderme. Et donc Alga Shendatu aide les kératinocytes à se régénérer, à se différencier, à devenir matures et à permettre en fait à notre peau, à notre épiderme, de retrouver son intégrité en cas de lésion, de retrouver son intégrité pour que notre épiderme puisse assurer en fait les deux rôles essentiels qui sont constitutifs de la barrière, de la fonction barrière, de l'épiderme, c'est-à-dire la protection contre l'environnement et la régulation de l'hydratation. Donc notre Alga Shendatu, il est intéressant au niveau donc des kératinocytes, mais également au niveau du renouvellement des fibroblastes. Les fibroblastes, juste en petite information, mais vous devez le savoir pour la plupart, c'est donc, ce sont les cellules en fait qui sont présentes dans le tissu conjonctif. Ce sont aussi des cellules qui sont parfois appelées cellules de soutien. Ce sont des cellules donc qui sont présentes dans le derme et qui assurent au derme sa cohérence et sa souplesse. Donc, dans la gamme que nous nommons, nous, réparatrice, nous avons donc privilégié la présence de Alga Shendatu. Cette gamme réparatrice, elle s'appelle Alga Sicosa.
Une autre algue a retenu également notre attention, c'est une algue brune, Fucus vesiculosus, à partir de laquelle nous avons utilisé, isolé un actif apaisant. Donc son nom était assez évocateur, Algapésium. Cet actif apaisant, nous l'utilisons en fait dans la formule de nos produits destinés aux tout petits, destinés aux nourrissons. La peau des bébés est extrêmement fragile, est encore immature en fait, va avoir besoin de se construire. Et on a pu mettre en évidence qu'Alga paesium, cet actif, pouvait vraiment apporter, pouvait diminuer en fait les marqueurs de l'inflammation cutanée. Donc c'est intéressant par rapport aux tout jeunes enfants qui ont des peaux extrêmement sensibles, sujettes à des inflammations. Donc Alga paesium dans cette gamme bébé est intéressant donc en termes de diminution des marqueurs et pour apaiser donc cette peau des nourrissons qui est fragile et qui a des rougeurs, a des irritations diverses et variées. Nous avons également dans une gamme qui est plus une gamme toujours certifiée bio, mais une gamme sensorielle, une gamme bien-être. Nous avons également utilisé un extrait d'Alaria esculenta. L'Alaria esculenta, c'est une algue brune, macroscopique, qui est comestible au demeurant, et qui a des propriétés tonifiantes. On a pu mettre en fait en évidence lors de tests ex vivo qu'elle avait une activité anticollagénase et anti-élastase intéressante, donc qui permettait à la peau de conserver sa souplesse et son élasticité. On a également dans cette gamme bien-être un extrait de Christ marine. Donc là, on sort un petit peu du domaine des algues, mais on est plutôt dans le domaine de la plante marine. La Christ marine, c'est une plante extrêmement robuste que l'on trouve facilement présente au milieu des rochers, sur nos côtes. On a trouvé intéressant d'utiliser la Christ marine parce que c'est une plante dont la robustesse procure en fait dans sa constitution des éléments permettant de stimuler la production d'énergie au niveau des cellules. Je voulais juste vous parler du test. J'ai juste besoin de relire juste mes notes par rapport au test ex vivo qui permet de mettre en évidence le bienfait en fait de l'extrait de Christ marine. C'est un dosage en fait du relargage du dioxyde de carbone après métabolisation du glucose 6. Et cet extrait en fait permet de faciliter la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire, elle est productrice d'énergie sous forme d'ATP et donc il était intéressant pour nous d'utiliser cet extrait de Christ marine dans un produit destiné à revitaliser la peau et également les cheveux. Voilà donc rapidement une description en fait, des actifs marins que nous utilisons dans nos gammes. Si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite à visiter notre site laboratoiredevrs.com et en particulier cette semaine, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre pour le Blue Friday. Donc c'est une campagne que nous menons pour combattre entre guillemets avec nos petits moyens le Black Friday parce qu'on n'encourage pas ce style de journée de surconsommation. Ce qu'on veut faire, nous, c'est aider au maximum les acteurs qui sont sur le terrain et qui œuvrent en fait à la préservation des océans. Et on a décidé donc le 27 novembre, donc vendredi, de reverser tous les revenus de notre site internet à l'association Wings of the Ocean qui travaille à la dépollution des océans.
Donc voilà, donc ça sera notre Blue Friday à la place du Black Friday. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle. Je vous en prie. Bravo et merci pour les efforts des laboratoires de Biarritz pour respecter l'environnement. Donc comme quoi c'est possible de développer des cosmétiques qui soient respectueux à la fois de toutes les espèces, à la fois l'espèce humaine et celle avec qui on collabore, donc notamment les espèces marines. Donc merci pour ça. Il nous reste une petite minute pour prendre les questions qui sont apparues dans le chat au fur et à mesure de votre présentation. Christophe Surdieu qui demande est-ce que les algues desquelles vous extrayez les actifs ont été choisies de manière opportuniste, donc via des études qui existaient par exemple, ou est-ce que vous les avez sélectionnées parmi un certain nombre via des tests par exemple? Alors déjà, l'algue rouge, elle a été choisie parce qu'elle est locale, parce qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher à l'autre bout du monde. Ensuite, je ne serai peut-être pas forcément la plus compétente pour répondre par rapport aux travaux qui ont été faits, les travaux scientifiques qui ont été faits sur l'algue rouge. Ce que je sais, c'est que les laboratoires de Biarritz, au moment de leur création en 2011, c'est donc Muriel et Jean-Marc Dubois qui ont créé la société. Muriel et Jean-Marc Dubois se sont rapprochés de l'université de Pau. Alors après, par rapport au calendrier entre est-ce que des travaux avaient déjà été entamés sur cette algue rouge? Est-ce que ce sont les laboratoires de Biarritz qui ont forcé un peu la main en s'intéressant à cette ressource locale? Je ne saurais pas trop l'expliquer. Je préférerais que ce soit Susana Fernandez qui en parle, si elle est présente lors de ce webinaire, où je peux, par exemple, chercher de la documentation et vous la fournir un peu plus tard. Susana, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Sinon, de toute façon, on aura 20 minutes à la fin pour prendre les questions que je vois apparaître d'ores et déjà dans le chat. On prendra un temps de réponse plus long à ce moment-là. Je vais bien noter toutes vos questions et on y répondra vers 10h10, si ça vous convient. Merci beaucoup, Isabelle. Charlotte, est-ce que vous voulez prendre la main? Oui, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est bon, on s'est bien entendu. Merci. Super. Eh ben, merci Juliette, et puis merci au CBIOS et à tous ses partenaires de m'avoir invité à présenter CoreWave ELVAD, qui est la pompe cardiaque bio-inspirée qu'on développe chez CoreWave. Donc, un petit mot sur CoreWave. Nous sommes une société de haute technologie médicale au stade préclinique. Et donc, on est installé à Clichy, près de Paris. Et la mission de CoreWave, c'est, en nous appuyant sur une technologie de rupture bio-inspirée, d'établir de nouveaux traitements de référence pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une maladie qui est en général progressive et dans laquelle, petit à petit, le cœur perd sa capacité à pomper suffisamment de sang. Et donc, le cœur devient incapable de répondre aux besoins du corps tout entier en termes de débit sanguin. C'est une pandémie qui touche 60 millions de personnes dans le monde, et ce chiffre, hélas, ne va pas en diminuant, puisque d'une part, la population globalement vieillit, et l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui a tendance à se développer au fur et à mesure de la vie, et donc à toucher plus les personnes plus âgées. Par ailleurs, il y a des innovations médicales très importantes qui ont été introduites dans le traitement des maladies cardiovasculaires, qui font que, par exemple, l'infarctus qui vous aurait tué il y a 50 ans, aujourd'hui, si vous faites le même infarctus, on peut vous sauver. Donc vous allez vivre, mais les conséquences de l'infarctus vont peut-être faire que dans 5 ou 10 ans, vous allez développer de l'insuffisance cardiaque à cause de cet infarctus passé. Donc finalement, les progrès dans le domaine des maladies cardiovasculaires ont une conséquence qui tend à faire plus de patients en insuffisance cardiaque un peu plus tard. Il y a également le mode de vie sédentaire qui est un facteur de risque. Donc c'est une pandémie, et c'est une pandémie qui est mortelle, puisque un patient sur 2 décède dans les 5 ans qui suivent son diagnostic d'insuffisance cardiaque. C'est un pronostic qui est très lourd et qui est pire que dans la plupart des cancers. Donc en France notamment, l'insuffisance cardiaque est impliquée dans plus d'1 décès sur 10, donc c'est vraiment une pathologie très lourde.
Et par ailleurs, c'est une pathologie qui, au quotidien, pour les malades, représente un fardeau lourd, et de plus en plus lourd au fur et à mesure qu'elle avance, puisque c'est des malades qui deviennent complètement intolérants à l'exercice, qui souffrent d'une fatigue qui peut être extrême, qui sont essoufflés au moindre effort, qui peuvent avoir des gonflements des pieds ou des jambes. Et pour ces malades, vraiment, monter quelques marches, c'est la même chose que pour une personne en bonne santé de gravir 5 étages. Donc ça a un impact énorme sur leur qualité de vie. Ils peuvent pratiquement plus faire aucune activité qui occupait leur vie avant. Donc c'est une maladie qui est lourde. Et pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque la plus avancée, donc on estime qu'il y a à peu près 140 000 patients en Europe et aux États-Unis qui sont dans cette insuffisance cardiaque très avancée. Il y a essentiellement 2 options de traitement. La première, c'est la transplantation cardiaque. Donc ça consiste à prélever le cœur d'une personne décédée pour l'implanter dans une personne en vie avec un cœur défaillant. Et aujourd'hui, c'est une option qui fonctionne extrêmement bien. Ça donne vraiment une nouvelle vie aux patients. Donc il y a quelques limitations, il faut prendre des médicaments, mais les patients vraiment peuvent reprendre une vie normale, retourner travailler, refaire du sport, passer du temps avec leurs proches. Ils ont vraiment une vie normale qui recommence. La limitation de la transplantation cardiaque, c'est que le nombre de donneurs est forcément limité. Il y a des critères de sélection assez stricts sur quel greffon on peut prélever, ce qui fait que malheureusement, on n'aura jamais assez de donneurs cardiaques pour répondre aux besoins de tous les patients en insuffisance cardiaque qui pourraient bénéficier d'une transplantation. Et donc en pratique, il y a seulement 8500 transplantations cardiaques par an dans le monde, donc à peu près 400-450 en France, et c'est très insuffisant finalement par rapport aux besoins. Donc l'autre option, ce sont les LVAD. Donc LVAD pour Left Ventricular Assist Device, ou dispositif d'assistance ventriculaire gauche en français. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une pompe cardiaque. Donc LVAD, c'est une pompe cardiaque qui est implantée juste très proche du cœur et qui va pomper le sang. Donc on a une canule d'entrée, donc un tuyau qui va aller chercher le sang dans le ventricule gauche, donc dans la partie gauche du cœur. La pompe le sang et le ressort dans une prothèse, donc un tuyau de sortie qui est relié à l'aorte, qui est le vaisseau sanguin de sortie du cœur. Donc c'est une pompe qui ne remplace pas le cœur natif est toujours là et il pompe comme il peut, mais par contre la pompe fait un circuit parallèle qui peut fournir tout le débit sanguin dont le patient a besoin, donc en moyenne 5 litres par minute, et donc la pompe est capable d'assurer ça par elle-même. Et cette solution-là existe aujourd'hui et elle assure une survie excellente qui est vraiment comparable à la transplantation cardiaque dans les premières années, en tout cas. Mais on implante que à peu près 9000 implantations, 9000 LVAD par an dans le monde, donc à peu près autant que de transplantation cardiaque. Donc là encore, c'est très en dessous des besoins qu'il y aurait pour les patients en insuffisance cardiaque. Alors, pourquoi est-ce qu'on implante si peu de LVAD, entre guillemets? Eh ben, d'une part parce que c'est quand même des dispositifs qui sont très invasifs, donc la procédure chirurgicale pour implanter ces dispositifs est très lourde, et puis une fois qu'on porte ce dispositif, ça veut dire avoir un câble percutané qui est relié à des batteries à l'extérieur, et les patients doivent porter ces batteries toute la journée et les changer plusieurs fois par jour pour alimenter les dispositifs. Donc c'est quand même un dispositif qui est très lourd, mais qui sauve des vies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces dispositifs sont très très imparfaits. Leur principal défaut, c'est les effets indésirables sévères, très fréquents, dont souffrent les patients. Donc quand on parle d'effets indésirables, on parle d'accidents vasculaires cérébraux qui peuvent causer la mort ou causer des séquelles neurologiques permanentes. On parle d'hémorragie gastro-intestinale qui souvent se répète et force les patients à revenir à l'hôpital pour se faire traiter. On parle d'insuffisance de la partie droite du cœur qui peut se déclencher, d'infection, d'insuffisance de la valve aortique, donc pour ne citer que les complications principales. Et donc, en tout, il y a 80% des patients à qui on pose un LVAD qui vont développer l'une ou l'autre de ces complications sévères dans les 2 ans après l'implantation. Donc évidemment, c'est un chiffre énorme et ça a une conséquence terrible sur la qualité de vie de ces patients, puisque c'est des patients qui vont retourner à l'hôpital sans arrêt pour retraiter des nouvelles complications qui arrivent. La deuxième limitation des LVAD, c'est sur la capacité d'exercice, parce qu'en fait, les dispositifs actuels fournissent un débit sanguin qui est constant, donc qui ne s'adapte pas du tout à ce que fait le patient. Donc vous et moi, quand on est assis, on ne fait pas d'exercice particulier, on a un débit sanguin autour de 5 litres par minute. Par contre, si on fait du sport,
Si on bouge, si on monte des escaliers, notre débit sanguin va être multiplié par 4. Et c'est ce dont on a besoin pour activer nos muscles comme on a envie. Et je ne parle pas des athlètes, hein, je parle de gens comme moi. Pour les personnes qui ont un LVAD, malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque la pompe donne toujours le débit d'à peu près 5 litres par minute. Et donc, dès qu'ils essayent de faire un peu d'exercice, de marcher, de monter quelques escaliers, il y a des symptômes d'insuffisance cardiaque finalement qui reviennent. Et donc, il y a une troisième limitation de ces dispositifs, qui est que dans certains cas, le cœur arrive à récupérer, puisqu'on arrive à le décharger, c'est-à-dire en quelque sorte à reposer le cœur parce que la pompe prend le relais sur le débit. Et donc à force de fonctionner dans cet environnement un peu protégé où la pompe prend le maximum de pression, et ben, le cœur parfois arrive à récupérer. Et donc il y a des patients chez qui on arrive à retirer la pompe parce que leur cœur a suffisamment récupéré pour qu'ils puissent vivre sans. Et donc ça, évidemment, c'est la situation idéale, mais c'est une situation qui se produit dans très très peu de cas, en fait, qui est vraiment exceptionnelle. Et les limitations des LVAD actuelles, elles sont beaucoup liées au fait que c'est des pompes qui sont aujourd'hui absolument pas physiologiques. Tous les LVAD qui sont disponibles aujourd'hui commercialement, ce sont des pompes rotatives à flux continu. Donc une pompe rotative, c'est quoi? Un LVAD, on l'a vu, c'est globalement un cylindre métallique qui pompe du sang. Et bien, comment il pompe du sang? Si on regarde à l'intérieur, ce qu'on a, c'est un rotor qui tourne à plusieurs milliers de tours par minute. Et c'est ce mouvement-là qui va entraîner le sang et créer le débit. Donc ça pose plusieurs problèmes. D'une part, le mouvement du rotor occasionne des dégâts sur le sang. Et puis, d'autre part, c'est un débit qui est continu, constant. Ce qui veut dire que les patients qui aujourd'hui sont porteurs de LVAD n'ont pas de pouls. Ils sont dans cette situation très bizarre d'être vivants, en relativement bonne santé, mais d'avoir aucun pouls détectable. Et donc c'est une situation qui est un petit peu perturbante de l'extérieur, mais qui surtout perturbe beaucoup le corps de l'intérieur, parce que tout notre corps, et en particulier les cellules à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, sont habituées depuis des dizaines de milliers d'années d'évolution à fonctionner dans un environnement qui est pulsatile. Et donc quand on passe à un environnement non physiologique où le débit est continu, et bien ça a des conséquences qui sont importantes sur la physiologie, et en particulier c'est une situation qui a été liée à de très nombreuses complications parmi celles qui affectent les patients sous LVAD. Et donc notamment, c'est une situation qui est liée aux AVC, qui sont la première cause de décès chez les patients sous LVAD, et aux saignements gastro-intestinaux, qui sont la première cause de réadmission à l'hôpital parmi ces complications. Donc, on peut se dire finalement, pourquoi faire une pompe cardiaque continue? C'est pas la première idée qui vient quand on se dit qu'on veut remplacer ou en tout cas aider le cœur. Le cœur fonctionne de manière pulsatile, pourquoi ne pas avoir fait une pompe pulsatile? Effectivement, c'était la première idée. Historiquement, la première génération de LVAD était des pompes volumétriques à flux pulsatile qui avaient été développées dans les années 90. Donc une pompe volumétrique, c'est globalement une boîte avec une valve d'entrée, une valve de sortie, et dans la boîte, on a un sac qu'on peut gonfler et dégonfler avec un fluide. Et donc, c'est grâce à ce changement de volume du sac et en jouant sur les valves qu'on est capable de créer le débit dans ce genre de pompe. Donc, c'est des pompes qui ressemblaient à ça. Donc, elles créaient un débit pulsatile, mais qui par contre ne s'adaptait pas aux besoins du patient. Mais elles avaient deux gros problèmes. Donc, le premier qui est assez évident, c'est qu'elles étaient très grosses. Donc on ne pouvait pas les implanter proches du cœur, il fallait créer une poche dans l'abdomen des patients pour implanter ces dispositifs, et ils n'étaient pas utilisables chez les patients les plus petits, donc notamment chez beaucoup de femmes, donc c'était limitant, et par ailleurs, ils avaient un énorme problème qui était le manque de fiabilité. Une pompe volumétrique, ça a beaucoup de parties qui sont mobiles, et donc au bout d'un an ou deux, typiquement, il y avait une de ces parties mobiles qui cédait, et la pompe se cassait. L'un dans l'autre, c'est des dispositifs qui ont montré qu'ils étaient inadaptés à l'implantation de longue durée. Et c'est pour ça qu'ils ont été remplacés par la génération actuelle, qui est des pompes rotatives à flux continu qui ont été développées dans les années 2000. Donc ces pompes-là, comme on l'a vu, elles ne sont pas pulsatiles, elles ont un débit qui ne s'adapte pas, mais par contre, elles sont fiables et elles sont suffisamment petites pour être implantées de manière relativement confortable chez les patients. Mais donc le problème actuel de ces pompes, c'est les complications sévères et fréquentes et la capacité d'exercice limitée.
Donc on pourrait se dire, puisque ces problèmes sont liés beaucoup au fonctionnement non physiologique de la pompe, faisons fonctionner ces pompes de manière physiologique, faisons varier la vitesse de rotation pour créer un flux pulsatile et éliminer ces complications. Donc le problème, c'est que la technologie n'est pas faite pour. C'est des pompes où on a un rotor qui tourne donc à plusieurs milliers de tours par minute, et donc il a une inertie qui n'est pas négligeable, et c'est cette inertie qui va l'empêcher de changer très rapidement de vitesse de rotation, comme on en aurait besoin pour faire une vraie pulsatilité. Pour faire une vraie pulsatilité, ce qu'on veut, c'est que quand le cœur se contracte, on augmente la vitesse de rotation, et quand le cœur se décontracte, on diminue la vitesse de rotation, et comme ça on a un débit oscillant pulsatile qui suit le cœur. Mais la technologie de pompe rotative n'est juste pas faite pour ça et n'est pas adaptée pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour dépasser les limitations des générations précédentes et actuelles, ce qui apparaît, c'est qu'on ne va pas pouvoir se contenter d'améliorer ce qui existe, il va falloir introduire une innovation de rupture dans les LVAD. L'innovation de rupture que CoreWave propose, c'est une pompe qui est bio-inspirée, et plus particulièrement qui est inspirée de la nage ondulante des animaux aquatiques. Donc le meilleur exemple, c'est probablement l'anguille ou la murène. On voit tous comment ça se déplace, elle fait onduler tout son corps et ça lui permet d'avancer dans un fluide. Il y a des scientifiques qui ont étudié les modes de nage des animaux marins, et donc si on regarde les animaux qui se déplacent à partir de leur corps ou de leur queue, il y a deux modèles extrêmes, si on veut. Il y a l'anguille ou la murène qui ondule de tout son corps, et puis à l'autre bout du spectre, on a le thon qui fait osciller simplement sa queue qui est très rigide. Et en fait, entre ces deux modes de déplacement qui sont vraiment différents, la physique derrière n'est pas la même. Entre ces deux modes, on a tout un continuum de poissons qui se déplacent globalement en ondulant, en faisant onduler une partie plus ou moins grande de leur corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mode de nage donc ondulante, il a été très largement sélectionné par l'évolution chez les animaux aquatiques. C'est-à-dire que, d'une part, on a beaucoup d'animaux qui se déplacent comme ça, sous l'eau, et puis d'autre part, on a des animaux qui sont très très différents. Donc rien que sur cet exemple, on a donc une anguille, certains requins, comme le requin renard ou le requin, j'ai oublié le nom, le petit requin qui est sur la gauche, la truite arc-en-ciel. Donc c'est trois types de poissons qui sont très différents génétiquement, qui sont séparés dans l'évolution très tôt, et qui aujourd'hui ont le même type de nage, et qui l'ont acquise donc en parallèle. C'est un exemple d'évolution convergente, parce que ce mode de nage ondulante, il est extrêmement efficace pour se déplacer dans un fluide. Et donc cette nage ondulante, elle est derrière le concept de pompe à membrane ondulante qu'on utilise chez CoreWave. Donc qu'est-ce que c'est ce concept? C'est tout simple, on prend une membrane, on fait osciller une partie de la membrane, une extrémité, et donc à cause de cette oscillation, des ondulations se propagent dans la membrane, et donc là on retrouve complètement le mouvement de l'anguille par exemple, sauf que dans notre cas la membrane est fixée à un endroit, donc au lieu de se déplacer dans le fluide, elle fait se déplacer le fluide dans l'autre sens par rapport à elle. Et donc c'est en faisant onduler cette membrane qu'on est capable de pomper du fluide. Il y a une petite différence par rapport à l'anguille qu'on pourrait imaginer seule dans sa rivière, c'est que dans le cas on a des parois rigides autour de la membrane, et donc physiquement, du point de vue de la mécanique des fluides, là on est plus proche en fait de la situation du poisson qui est dans son banc, avec les voisins qui jouent le rôle de parois rigides, que du poisson qui est seul dans la mer. Et donc une fois qu'on a ce concept bio-inspiré de se dire, on prend une membrane, on la fait onduler, et on va pouvoir pomper des fluides avec, il y a plusieurs manières de l'appliquer. On peut imaginer de l'appliquer avec une membrane rectangulaire. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est une vidéo ralentie d'un prototype de membrane rectangulaire qu'on voit sur le côté, et donc qui ondule entre deux parois rigides. Et on peut également l'appliquer avec une membrane discoïdale. Et donc c'est ce type de membrane discoïdale qui est au cœur de notre pompe cardiaque CoreWave LVAD. Comment ça marche une pompe à membrane ondulante discoïdale? Donc on a cette membrane discoïdale, c'est-à-dire un disque avec un trou circulaire au milieu, et on fait se propager des oscillations de l'extérieur vers l'intérieur dans cette membrane. Et c'est ces oscillations-là qui vont provoquer le déplacement du fluide et donc le pompage. Donc ça, c'est un concept assez général. Ce qu'on a fait chez CoreWave, c'est qu'on a appliqué ce concept aux pompes cardiaques.
Et donc on développe CoreWave LVAD, qui est donc une pompe cardiaque à membrane ondulante discoïdale. Donc de l'extérieur, ça ressemble pas mal au LVAD actuel. Par contre, à l'intérieur, au lieu d'avoir un rotor qui tourne à plusieurs milliers de tours par minute, on a cette membrane qui est ici en blanc, qui ondule, et c'est les ondulations de l'extérieur vers l'intérieur qui vont créer le flux sanguin. Donc pour actionner la membrane, on utilise deux bobines qui sont dans le stator, donc dans la partie centrale de la pompe. Donc les bobines sont ici en orange. On fait passer des champs électriques, des courants électriques alternatifs dedans, ce qui crée un champ électrique qu'on voit ici, un champ magnétique, pardon. Donc le champ magnétique va provoquer le déplacement d'un anneau magnétique qui est ici en gris, et cet anneau magnétique qui se déplace de haut en bas est relié à la membrane, et donc c'est comme ça qu'on crée les ondulations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des ondulations qui sont d'amplitude très très faible, d'à peu près 1 mm, mais pour créer le débit dont on a besoin, d'à peu près 5 litres par minute, ce qu'on fait, c'est qu'on fait osciller la membrane rapidement, donc à peu près à 50 Hz, 50 fois par seconde. Et c'est ces oscillations assez rapides qui vont créer le débit sanguin. Et après, on est capable très rapidement de changer la fréquence d'oscillation au cours d'un cycle cardiaque pour créer une pulsatilité qu'on appelle de haute fidélité, parce qu'elle est d'amplitude importante, et puis qu'elle est synchronisée avec le cœur. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter en temps réel quand le cœur se contracte, et à ce moment-là d'osciller plus vite pour faire plus de débit, et inversement quand le cœur se décontracte. Et après, pour la procédure d'implantation et les autres composants du LVAD, ça ressemble assez à ce qui existe actuellement, donc les médecins ne sont pas surpris. Et grâce à cette technologie qui est assez unique, et donc à ces oscillations dont on fait varier la fréquence au cours du cycle cardiaque, on est capable de vraiment restaurer une pulsatilité physiologique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc ce qu'on voit ici, c'est des courbes qui sont issues d'une comparaison qu'on a menée sur un simulateur cardiovasculaire. Donc en gros, c'est un circuit hydraulique qui imite le circuit cardiovasculaire d'une personne. Donc on a de l'eau avec un composant pour changer la viscosité pour imiter le sang, et puis on a différentes chambres et différentes valves pour imiter les différentes chambres du cœur et la circulation dans le corps. Et donc sur ce simulateur, on peut brancher des LVAD et voir les conséquences de tel ou tel mode de pompage sur, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est la pression aortique, donc la pression sanguine dans l'artère qui sort du cœur. Et donc en sortie du cœur, ce qu'on observe dans un modèle d'insuffisance cardiaque, c'est ce genre d'oscillation où on voit bien les contractions cardiaques, et on a un delta P, c'est-à-dire une différence entre la pression maximale et minimum, qui est de à peu près 30 mm de mercure, donc c'est une unité de pression. Par contre, quand on branche sur ce modèle d'insuffisance cardiaque des dispositifs qui sont des LVAD aujourd'hui commercialisés, qui sont les principaux LVAD aujourd'hui, on voit très bien à l'œil que la pulsatilité est complètement gommée, ce qui est logique puisque c'est des dispositifs à flux continu. Et donc on a une amplitude de pulsatilité qui est très 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 réduite. On passe d'à peu près 30 à 8 à 14 mm de mercure maximum. Donc on perd complètement la dimension de pulsatilité à laquelle le corps est habitué. Et par contre, avec CoreWave LVAD, on est capable de recréer une pulsatilité synchrone avec une amplitude qui est tout à fait physiologique. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette technologie un peu unique pour recréer cette pulsatilité particulière physiologique. Donc, si on revient à ce qu'on disait sur les LVAD, aujourd'hui on a besoin d'une 3e génération de LVAD avec une innovation de rupture, et on est vraiment convaincu que CoreWave LVAD, avec sa technologie bioinspirée, peut être la pionnière d'une nouvelle génération, puisque grâce à cette technologie unique, on est capable de créer une pulsatilité synchrone, également d'adapter le débit aux besoins du patient, et tout ça dans un dispositif qui respecte les contraintes de taille et de fiabilité dont on a besoin pour une pompe cardiaque implantable. Alors, je pense que j'étonnerai personne en disant que développer une pompe cardiaque, c'est compliqué. Une pompe cardiaque, c'est un dispositif qui doit pomper 5 litres par minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui doit le faire sans intervention de maintenance aucune, puisque c'est un dispositif qui est implanté, et qui surtout doit le faire en respectant le sang, donc en ne créant pas des dégâts sur le sang,
et par ailleurs en respectant au maximum la physiologie du patient. Et dans notre cas, on fait tout ça avec une technologie qui est nouvelle et qui est complètement unique dans notre domaine. Donc il y a un programme de R&D derrière le système CoreWave-LVAD qui est très riche et très divers, avec des domaines scientifiques et techniques très variés. Et c'est un des aspects vraiment passionnants de ce domaine, des dispositifs qui allient l'ingénierie de pointe avec une interaction très forte avec la physiologie des patients. Donc, pour développer tous ces beaux travaux scientifiques et techniques, évidemment, il faut des gens et il faut des moyens. Et donc, il y a une aventure industrielle qui s'est créée autour de cette pompe cardiaque bio-inspirée à CoreWave. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, un LVAD, ça prend 10 ans entre le début du projet, réellement lancé, on va développer un LVAD, et puis arriver chez l'homme pour la première implantation. Donc, c'est vraiment des dispositifs qui sont très très complexes et qui prennent beaucoup de temps à développer. Donc dans le cas de CoreWave, l'histoire a démarré en fait avant même la création de CoreWave, puisque c'est Jean-Baptiste Drevet qui a inventé la pompe à membrane ondulante, qu'il a brevetée dans les années 90. Et donc lui a utilisé cette technologie pour des applications qui n'avaient rien à voir avec le médical. Et par contre, CoreWave a été créé en 2011 par MD Start, qui est un studio qui crée et qui accompagne des startups dans le domaine des dispositifs médicaux. Et donc, au départ, il y avait essentiellement 2 personnes qui travaillaient chez l'inventeur sur ce projet. Et puis, le projet a pris de l'ampleur. CoreWave a emménagé dans un incubateur avec un laboratoire et 3 personnes. Puis, dans un incubateur un peu plus grand pour accueillir ces 15 personnes. Et aujourd'hui, CoreWave, c'est plus de 50 personnes. On a mis en place 9 laboratoires et une unité de production préclinique. Et aujourd'hui, on est vraiment tous focalisés sur la finalisation de la phase préclinique pour apporter notre pompe cardiaque aux patients. Donc, pour conclure, CoreWave-LVAD, c'est avant tout une technologie de rupture bio-inspirée, inspirée de la nage des animaux marins. Et puis, cette technologie, elle confère des avantages uniques à notre pompe cardiaque. Elle lui permet d'assurer une pulsatilité synchrone de haute fidélité, d'adapter son débit aux besoins du patient, et ça dans une taille réduite et avec une fiabilité irréprochable. Et notre but, c'est vraiment de transformer cette rupture technologique en changement de paradigme clinique pour améliorer la vie des patients en insuffisance cardiaque en leur fournissant une survie élevée, en diminuant enfin les complications dont ils souffrent avec les LVAD actuels, en améliorant leur capacité d'exercice et puis en favorisant la récupération cardiaque qui reste le meilleur scénario pour ces patients. Merci de votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions si vous en avez. Merci Charlotte. Cette passionnante présentation. Alors, on a effectivement déjà quelques questions dans le chat, notamment une au niveau de l'alimentation de la pompe en énergie. Comment est-ce que ça fonctionne plus précisément? Alors, effectivement, c'est des dispositifs qui consomment pas mal d'énergie parce qu'ils doivent fournir une puissance qui n'est pas du tout négligeable, hein, donc 5 litres par minute, 24 heures sur 24. Et donc, c'est pas comme un pacemaker, donc les pacemakers, ils fonctionnent de temps en temps pour envoyer une décharge et c'est des courants très limités. Donc, pour un pacemaker, on peut se permettre d'implanter une grosse pile qui va durer 5 ou 10 ans, et puis tous les 5 ou 10 ans, on réopère le patient pour changer la pile. Ça, c'est pas possible pour un LVAD. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que le patient porte en permanence des batteries, et donc il a un câble qui relie les batteries à l'extérieur et la pompe à l'intérieur. Donc, c'est un câble avec une plaie au niveau du ventre qu'il faut bien désinfecter et bien entretenir. Et c'est comme ça qu'il alimente en changeant ses batteries régulièrement. Merci. Une autre très bonne question par rapport à d'autres innovations inspirées de la nage ondulatoire, notamment Ilenergy et Phoenix, qu'on aura notamment la chance d'accueillir au 4e épisode de la série Bio-Inspiration. Est-ce que vous avez un lien avec ces structures? Donc, CoreWave n'a pas de lien aujourd'hui avec Ilenergy et Phoenix. Par contre, dans l'histoire, effectivement, c'est des compagnies qui utilisent toute la technologie qui originellement a été inventée par Jean-Baptiste Drevet dans les années 90. Après, chacun l'a adapté à son application particulière qui sont très différentes, qui n'ont rien à voir, et chacun a développé ses brevets sur son application. Merci. Quelle est la durée de vie du dispositif CoreWave?
Donc, le dispositif CoreWave est aujourd'hui en développement, mais typiquement un LVAD, ça se porte quelques années. Donc, les LVAD ils peuvent être mis soit en attente de transplantation, soit chez des patients dont on sait qu'ils ne seront pas transplantés et qui vont le garder à vie. Et donc, alors, je crois que le record est au-delà des 10 ans, mais typiquement, c'est peut-être à peu près 2 ans, quoi. Mais l'idée, c'est évidemment que le dispositif doit assurer une fiabilité plus longue que ça pour être certain que, que le problème ne viendra pas du dispositif. Très bien, merci. Alors, donc du coup, ça rejoint un petit peu quelles sont les prochaines étapes du développement et quel est l'objectif de mise sur le marché de votre technologie? Alors, la mise sur le marché, c'est un objectif qui forcément prend du temps dans les LVAD, parce que vous imaginez bien que pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, donc le marquage CE en Europe, l'approbation de la FDA aux États-Unis, il faut faire un essai clinique pour un dispositif qui est aussi critique. Donc pour nous, la prochaine étape, là, c'est vraiment se focaliser sur finaliser la phase préclinique pour se projeter vers l'implantation chez l'homme. Merci. Une autre question sur l'ordre de grandeur du budget de R&D jusqu'à la commercialisation. Alors, je ne vais pas vous dire jusqu'à la commercialisation parce qu'honnêtement, je ne l'ai pas en tête et ça dépend beaucoup des choix qu'on peut faire sur les essais cliniques. Mais en gros, jusqu'à, je dirais, vers la fin de la phase préclinique, 50 millions de dollars, c'est à peu près 5 millions d'euros, l'ordre d'idée. Très bien. Et une autre question sur la biocompatibilité de la membrane. Est-ce que c'est un matériau biocompatible? Est-ce que c'est nécessaire? Alors évidemment, hein, puisque c'est un matériau qui est en contact avec le sang, donc la membrane comme le métal de la pompe doivent être biocompatibles. Et donc dans notre cas, on utilise une membrane qui est en silicone biomédical de grade médical biocompatible. Merci. Alors, je remonte un petit peu le fil pour voir si je n'ai pas oublié des questions. On a répondu. Ouais, merci beaucoup. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Il nous reste encore 10 petites minutes pour échanger avec grand plaisir avec chacun de nos intervenants. J'en profite pour vous rappeler que le 17 décembre aura lieu le 4e épisode de la série Biomimétisme marin et on parlera d'applications au nautisme, donc notamment avec Naval Group et Phoenix. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, il reste encore des places, ce sera le 17 décembre au même horaire que ce matin. Je vais vous remettre dans le chat le lien d'inscription. Donc, on a encore une autre question. Est-ce que la membrane est constituée de matériaux bio-inspirés? Donc ça rejoint un petit peu la question qui avait été posée tout à l'heure. Donc là, pour le coup, dans notre cas, la bioinspiration, elle est plus sur le mouvement de la membrane et donc la méthode de pompage que sur le matériau lui-même, qui est donc un silicone qui est assez classique.